Alors le Growth Equity, en fait, c'est à la frontière du coup entre le VC et le Private Equity. C'est que le Growth Equity, comme son nom l'indique, la plupart de la création de valeur, ça va être via la croissance de la boîte. Et ça, c'est différent d'une stratégie LBO. Mes stagiaires, ils me disent toujours, oui, il y a peu de fonds qui recrutent, etc. Mais il y a toujours peu de fonds qui recrutent. Donc c'est pas la norme de dormir 4 heures par nuit, c'est vraiment très rare. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités à aller chercher quand on est une femme en Private Equity. Un truc très bateau, mais il faut jamais mentir sur son CV. Pour le summer, par exemple, j'ai envoyé, je pense, 200 messages LinkedIn. Enfin, j'ai rajouté 200 personnes. Il y en a 50 qui m'ont répondu. J'ai dû appeler une trentaine de personnes. Donc, c'était quand même beaucoup. En faisant 30 calls, j'ai potentiellement eu environ 15 heures de mentoring one-on-one gratuit. Bonjour, je m'appelle Noémie Hardy et j'ai le plaisir d'animer ce podcast réalisé par Training You, première plateforme de préparation aux entretiens en corporate finance et conseil en stratégie. Ce podcast s'appelle Choose Your Career. L'objectif est de faire parler des professionnels du secteur qui étaient à votre place il y a quelques années et qui ont réussi à y démarrer leur carrière. Dans ce podcast, ils abordent leur histoire, racontent leur métier au quotidien et donnent des conseils pour réussir à votre tour. Si vous cherchez un stage ou un CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement ici par curiosité, ce podcast est fait pour vous. Bonjour Diane, merci beaucoup d'accepter cette interview. Première petite question, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir dans le podcast. Donc, je m'appelle Diane Schiller, je suis investment manager chez Wendel dans l'équipe Growth. Et avant de rejoindre cette équipe, j'ai passé 2 ans et demi chez Five Arrows, donc le fonds de private equity de Rothschild & Co. Et avant ça, j'étais étudiante à l'EDEC, où j'avais eu l'occasion de faire un parcours qui s'appelle GET, qui est autour de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Qui est un triple diplôme entre l'EDEC, donc l'école française, une école en Corée du Sud et UC Berkeley, la business school américaine. Et avant ça, j'avais fait une classe prépa. Ok, alors on reviendra un petit peu après sur ton parcours. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter quand est-ce que tu as découvert la corporate finance ? Donc la corporate finance, c'est assez présent dans le parcours académique de l'EDEC. Il y a beaucoup de gens, notamment via le parcours de Nice, qui se retrouvent à aller faire de la finance. Et moi, en fait, c'est vraiment via un peu le bouche à oreille des différents étudiants que j'ai entendu parler notamment du M&A et en fait j'avais fait un premier stage donc qui n'avait pas du tout de rapport avec la finance où j'étais à New York dans une boîte qui s'appelle Pierre Frey qui fait des tissus d'intérieur de luxe. C'est une très vieille boîte française et j'étais à New York en plus donc c'était vraiment une expérience sympa mais très calme, pas très intense. Et donc c'était assez chouette, j'ai découvert New York, je me suis pas mal baladée. Mais à la fin de ce stage, je me suis quand même dit que ça me correspondait pas trop et que moi j'aimais bien les choses un peu plus intenses, un peu plus compétitives aussi. Et donc c'est là où je me suis dit pourquoi pas aller faire un stage en M&A. Et en fait via l'EDEC, il y avait beaucoup de ressources, beaucoup de gens pour me donner des conseils. Et c'est comme ça que j'ai décidé en première partie de séjour du coup de faire ce que je dis souvent, c'est l'extrême inverse de ce stage à New York chez Pierre Frey et du coup de postuler plutôt en M&A. Et qu'est-ce qui t'a attiré du coup justement en M&A ? Du coup c'est l'aspect c'est analytique et ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant parce qu'en fait moi ce que j'avais vu chez Pierre Frey c'était plutôt du project management et c'est pas très analytique et je trouvais qu'il y avait un aspect assez subjectif dans le travail qu'on faisait versus le conseil ou le private equity, enfin l'investissement où en fait il y a un aspect très quantitatif. Donc le conseil on est vraiment jugé en fonction du nombre de deals sur lesquels on conseille et quand on fait de l'investissement on est plutôt jugé sur le track record qu'on a en tant qu'investisseur et en fait c'est quelque chose qui est totalement objectif donc contrairement à d'autres métiers où il y a moins ces compétences-là. Ok. Et justement, après, tu as fait ton premier stage en corporate finance en M&A chez Edmond de Rothschild. Exactement. C'est normalement un stage qui est très compliqué à obtenir, comme premier stage. Ouais. Comment tu as fait pour l'obtenir ? En fait, moi, je connaissais quelqu'un via l'EDEC, justement, qui était là-bas. Et en fait, c'est quelque chose qui est super important dans mon parcours. Qui pour moi a vraiment été un grand élément différenciateur, c'est que c'est vraiment cet aspect de networker et d'aller chercher dans un réseau assez large via les decks notamment, via les associations pour trouver des opportunités. Et c'est vraiment une personne qui mène à une autre et qui m'a permis d'avoir les stages et après les jobs que j'ai eus.
Tu as ensuite fait un stage en private equity chez Ardian, dans les équipes Growth Equity. Est-ce que tu peux déjà expliquer pourquoi tu as eu envie de faire un stage en private equity après un stage en M&A? Donc le stage en private equity, c'est un peu la suite logique en général après, quand on a aimé ce métier un peu du conseil en fusion-acquisition, c'est assez cohérent de passer de l'autre côté. L'idée, c'est vraiment de se dire que en plus de l'aspect très complet qu'on a dans le métier du M&A, donc analytique, stratégique, humain aussi, parce que c'est quand même du conseil, là, on a une vision, du coup, on passe du côté investisseur. Et ce qui est vraiment intéressant et que moi, je trouvais passionnant de voir en stage, c'est qu'on peut en fait suivre les boîtes dans lesquelles on investit. Contrairement au métier du conseil où en fait quand la mission se termine, c'est fini, enfin, on n'entend plus parler de la boîte. Là, on a un accompagnement du coup des boîtes de portefeuille et après du coup une perspective d'aider, de contribuer au développement de la boîte pendant toute la durée de détention de l'investissement. Et donc en fait, moi ce que je trouvais intéressant avec le private equity, c'est que je trouvais que le métier du fusion-acquisition était déjà très varié. Comme je disais, du coup, les éléments analytiques, stratégiques, finance, HR, etc. Et le PE, c'était un des rares métiers où je me disais que c'était encore plus complet parce qu'il y avait cet aspect portfolio management, suivi des boîtes sur le long terme. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le growth equity? Alors, le growth equity, en fait, c'est à la frontière, du coup, entre le VC et le private equity. Donc, le VC, en général, ça va du coup du early stage au late stage. Le early stage, c'est vraiment quand la boîte est toute petite. Parfois, c'est vraiment une boîte qui a que quelques mois, où on investit principalement sur une équipe qui vient d'être constituée et une proof of concept, donc un premier projet de ce à quoi la boîte va ressembler. Donc ça, c'est du early stage. Et le late stage, c'est donc moi plutôt le stage sur lequel je fais des investissements. Et là, en fait, c'est quand la boîte a déjà une taille critique un peu plus importante. Nous, par exemple, on investit quand la boîte a 10 millions de chiffre d'affaires. Et en général, du coup, c'est une boîte qui a fait des levées successives. C'est pas nécessaire. Parfois, c'est une boîte qui s'est développée, qu'on appelle ça bootstrap. Mais quand elle fait des levées successives, du coup, nous, on participe au tour en général quand c'est à partir de la série C. Et donc, du coup, le PI, en fait, c'est une stratégie d'investissement. Donc, c'est du private equity qui consiste à utiliser, du coup, de la dette, donc du leverage. Et donc, en fait, par rapport au VC, on va se concentrer souvent sur des boîtes qui sont plus grosses, qui sont rentables. Ça, c'est indispensable. Et donc, c'est une stratégie avec une création de valeur qui va reposer principalement sur la dette et potentiellement aussi sur des croissances externes, ce qu'on appelle du buy and build. C'est-à-dire qu'en plus de la boîte qui a été rachetée initialement, on va racheter des plus petites boîtes. Et donc, en fait, c'est ces deux leviers qui principalement créent de la valeur, donc le leverage et le buy and build. Et toi, comment ça s'est passé? C'est toi qui as choisi d'aller directement dans le growth equity? Moi, j'étais vraiment à cette époque-là dans une optique de découverte. Donc comme je disais tout à l'heure, j'ai appelé beaucoup de gens. Et en fait, franchement, la première fois que j'ai appelé quelqu'un chez Ardian, je ne savais même pas ce que c'était Ardian, alors que c'est un des plus gros fonds européens. Et en fait, une personne, c'était un ancien de l'EDEC qui m'a du coup conseillé de parler à un autre stagiaire qui est dans l'équipe grosse. Et de là, ce stagiaire m'a mis en contact avec sa manager et il m'a expliqué en fait ce qu'il faisait en grosse. Et moi, j'ai trouvé que c'était un positionnement vraiment passionnant parce que on arrive à un stage où la boîte, c'est pas une boîte minuscule, c'est quand même une boîte qui est déjà assez successful. Et en même temps, il y a encore plein d'étapes de développement pour la boîte. Donc, c'est des gens qui veulent développer des nouveaux marchés, des nouveaux produits, qui veulent se développer à l'international. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir accompagner la boîte sur ce stage. Et on a un impact qui est quand même beaucoup plus important que quand la boîte est plus grosse. Et en fait, ce qui est important, c'est que le growth equity, comme son nom l'indique, la plupart de la création de valeur, ça va être via la croissance de la boîte. Et ça, c'est différent d'une stratégie LBO où la plupart de la croissance de la boîte va être potentiellement via le leverage, donc la dette qui est mise dans la société. En gros, c'est vraiment c'est des boîtes qui sont en croissance ou en hypercroissance. Nous, on regarde que des boîtes qui font plus que 30% de croissance organique. Et ça peut être 100%, ce qui est assez différent du LBO où en général, c'est quand même des boîtes qui grossissent quasiment jamais au-dessus de 30%, en tout cas en organique. Et comment ça se passe un stage chez Ardian? Là, c'est un peu le coup de cœur d'expérience pro. Déjà, j'adorais l'équipe. Il y avait un aspect
En tant que stagiaire, on était super exposés, on était tout de suite impliqués dans les missions avec les fondateurs d'entreprises, les entrepreneurs. En fait, moi, je trouvais ça assez incroyable de me dire que à 22 ans, je faisais des meetings avec des fondateurs de boîtes qui avaient créé des sociétés incroyables. Et ce que j'ai trouvé incroyable aussi dans cette boîte, c'est que vraiment, dès le début du stage, je donnais mon avis, j'étais impliquée. Par exemple, on avait fait une due deal sur une boîte qui s'appelle Dacobello, qui est une boîte qui fabrique des fruits secs, donc une boîte industrielle assez classique, mais une très belle boîte qui était conseillée par Rothschild. Et donc, on a eu, du coup, même en tant que stagiaire, j'ai eu l'occasion d'aller aux quatre coins de la France, visiter les usines de fruits secs. Et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mais c'est la diversité des missions. Donc il y avait voilà ces visites de sites qui étaient plutôt stratégiques. Et en même temps, ça faisait vraiment partie de notre travail. En même temps, il y avait un travail d'analyse hyper important pour faire le business plan, pour challenger un peu le business plan de la société. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant aussi côté investissement et grosse, c'est que en fait, on se pose vraiment la question de quel est le juste prix à payer pour cette société. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait moins en M&A, où c'est pas mal du conseil, en fait, et on a juste intérêt à ce que la valorisation soit quand même la plus importante, puisque c'est comme ça qu'on est rémunéré. En private equity, il y a moi, ce que je considère comme une grande honnêteté intellectuelle de se dire, en fait, quel est le bon prix à payer pour cette société pour ensuite faire un bon investissement et avoir une bonne performance. Tu peux détailler les missions que tu avais du coup pendant le stage ? Ouais, les missions, c'était, c'est en fait, pour résumer, le travail qu'on faisait et que je fais encore aujourd'hui et que je faisais aussi chez Fiverr Rose, c'est vraiment participer à la rédaction de la note de comité. Donc, la note de comité, c'est une synthèse très détaillée qui explique ce que fait la société, quels sont ses produits, quel est le marché, quel est l'environnement concurrentiel. Il y a un aspect aussi financier, valorisation qui est très important, où on va expliquer du coup quels sont les chiffres de la boîte, quel est le business plan du management, le business plan dans lequel nous, en tant qu'investisseurs, on croit, et comment on valorise cette société. Et donc, en fait, en tant que stagiaire, en tant qu'analyste, en tant qu'associate, en tant qu'investment manager, peu à peu, on prend de plus en plus d'autonomie pour, à la fin, être vraiment totalement autonome sur cette note de comité. Et donc ça, en fait, c'est plein de travail. Par exemple, sur le marché de la compétition, on va poser des questions, du coup, à des experts. On va essayer de voir pas mal d'études de marché pour avoir une idée de quelle est la croissance de ce marché. Sur la partie finance, on va également... par exemple, en gros, on va regarder beaucoup de KPI différents pour voir un peu l'efficience de la société. Et en fait, du coup, on apporte vraiment de l'expertise sur chacune de ces parties. Et à la fin, ça fait une synthèse et une note de comité, et ça permet aussi d'avoir une conviction sur le dossier et sur la valorisation de la boîte. Après ton stage chez Ardian, tu as fait un summer internship à Nomura, à Londres, dans les équipes TNT. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un summer internship ? C'est une sorte de... C'est en fait un peu un hybride entre un stage et une période d'essai, parce que le processus de sélection est assez long, il y a beaucoup de tours d'entretien, et il y a en moyenne une personne sur deux qui sont pris, qui convertissent leur summer en CDI. Donc du coup, c'est une façon pour la boîte de tester un peu pendant 3 mois un stagiaire et de lui faire une offre à l'issue de son stage. Est-ce que tu peux juste préciser ce que ça veut dire TNT ? Donc TMT, c'est les initiales de télécom, médias et technologie. Et en fait, c'est une équipe du coup d'investissement. C'est souvent comme ça que sont catégorisées les banques anglo-saxonnes. Il y a plusieurs équipes, par exemple santé, retail, industrials. Et donc TMT, en fait, c'est une practice où moi j'avais travaillé surtout sur des dossiers de tech, donc technologie, mais ça recoupe aussi tout ce qui est médias, entertainment. Il y a aussi parfois l'éducation qui est inclus dedans. Donc, c'est un peu une catégorie de différents secteurs. Ça va être quoi les avantages de faire ça ? Moi, l'avantage, donc, c'est de découvrir un environnement de travail assez international. Donc, en étant à Londres, dans une banque internationale, en l'occurrence japonaise, mais avec des équipes. Moi, il y avait aucun Français. Il y avait des Anglais, des Néerlandais, des Russes, des Allemands. Donc, c'est grosse communauté internationale. Ouais. Ça change beaucoup quand même de ce dont on a l'habitude en stage à Paris. Et l'autre avantage qui est quand même important, donc on a une bonne exposition sur des dossiers internationaux.
internationaux. Et le gros avantage aussi, c'est la possibilité d'avoir une offre de recrutement 1 an à l'avance. Et donc moi, en fait, à l'issue de mon summer, du coup, j'ai reçu une offre, ce qui est très très rare. Pour le coup, en France, ça existe quasiment pas de faire une offre 1 an à l'avance. Et donc ça met. C'est vrai que c'est une position super confortable dans laquelle être, parce que ça permet. Moi, du coup, j'avais fini mon année de césure et j'avais déjà une offre pour la fin de mes études après Berkeley. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que c'est un modèle qui est lié aussi au mode de recrutement anglo-saxon, mais qui est pas du tout comparable à celui qui est en France ou dans d'autres pays européens. Et le quotidien est très intensif, non, pendant Le ces quotidien heures est très intense. C'est aussi lié au fait que ça dure 10 semaines. Donc, c'est pas très long. Du coup, on a 10 semaines pour faire nos preuves et montrer qu'on sait faire plein de choses. Et l'autre aspect, c'est que de façon générale, c'est quand même un métier qui est très intense. Et Londres, c'est un environnement de travail où les gens bossent beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu un avant-goût de ça et de tester du coup des stagiaires pendant 10 semaines sur ces compétences. Et tu l'as dit, 10 semaines, c'est quand même super court pour un stage. Très Tu vas court, avoir quoi comme mission pendant ce temps-là? C'est en fait comme des missions M&A, la plupart des gens sont expérimentés, ont déjà des expériences précédentes. Donc ça permet de beaucoup moins avoir de phases d'apprentissage comme on peut avoir dans une première expérience par exemple. Et donc là, l'idée, c'est vraiment, c'est un sprint. En 10 semaines, et donc, les types de missions, c'est pareil que dans des stages qu'on peut avoir en France en M&A. Donc, on peut participer à des pitchs, on peut faire des IM. Les IM, c'est des Information Memorandum. Ça ressemble un peu à la note de comité dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un doc qui est préparé par le M&A pour présenter la boîte. Et donc voilà, toutes sortes de choses comme ça. C'est souvent des dossiers qui sont assez longs sur lesquels on bosse parce que c'est du large cap, donc c'est des très gros investissements. Donc on va participer que à une petite partie du conseil, mais du coup en tant que stagiaire, on est exposé à ces missions. T'en as un peu parlé tout à l'heure, mais les processus de recrutement sont assez difficiles et différents pour ces stages-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé, par exemple, pour toi? Ouais, donc moi, chez Nomura, c'est assez classique. J'avais passé d'autres process aussi et ça ressemblait un peu. Première étape, c'est vraiment de postuler, donc pas mal de lettres de motivation, etc. Ensuite, il y a des tests en ligne. Donc, c'est des tests techniques à faire en ligne. Ensuite, il y a une vidéo qui est un peu une sorte de premier tour où on s'enregistre en train de répondre à des questions. Ensuite, moi, mon premier tour, c'était un appel, donc avec quelqu'un de l'équipe. Et donc ça, en fait, c'est un peu toute pré-sélection. Et le gros du recrutement se fait dans une journée qui s'appelle l'Assessment Center. Donc je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui post-Covid, mais nous, on venait à Londres du coup pendant une journée. Et moi, j'avais eu 4 ou 5 entretiens, dont un cas technique. Ça doit être hyper intimidant quand même. Ouais, et en fait, c'est assez long. Je pense qu'aujourd'hui, si les gens le font en remote, c'est pas la même ambiance, mais la journée dure en tout, franchement, 6-7 heures. Donc, on avait 6-7 heures d'entretien, mais en fait, il y a plein de trous entre les entretiens. Et hyper stressant. Et c'est fait exprès pour tester un peu oui, c'est ça, ils vous testent, le stress, la fatigue. Et ce qui est spécial aussi, c'est qu'on est avec les autres candidats. Donc c'est un peu bizarre de passer sa journée avec un peu nos concurrents, même si il y a beaucoup de candidats. Mais l'idée, c'est aussi d'être un peu collaboratif pour réussir à rester en forme et à bien réussir les entretiens. De s'entraider un peu et tout, complètement. se motiver. Exactement. Et tu as des conseils justement à donner aux étudiants qui aimeraient aller vers ce type de programme? Je pense qu'une chose qui est assez importante, moi on m'avait dit qu'il y a toujours des aléas dans les processus de sélection. Et donc ce que je trouve important, c'est de postuler à plusieurs summers. C'est bien d'en faire, je dirais, au moins 4-5, parce que en fait, entre les questions en ligne, les tests techniques, les vidéos qu'il faut enregistrer, c'est bien d'avoir plusieurs pistes, et c'est toujours un peu pareil, donc ça permet aussi potentiellement de s'améliorer d'un process à l'autre. Et pour le coup, les assessment centers, moi j'en avais fait 2, parce que c'est vrai que c'est assez intense. Moi j'étais en stage, ça prend du temps, mais c'est des bons entraînements. Tu as débuté ensuite ta carrière en CDI chez 5 Arrows, donc qui est la branche de private equity de Rothschild & Co. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et pourquoi tu as voulu passer dans ce fonds-là?
Alors donc moi, en finissant donc mes études à Berkeley, donc j'avais fait mon stage chez Edmond Rothschild en M&A, j'avais fait mon summer chez Nomura, donc côté M&A encore une fois. Et entre les deux, j'étais chez Ardian en grosse. Et en fait, c'est vraiment mon expérience chez Ardian qui m'a permis de me rendre compte que j'avais plutôt envie de commencer côté investissement. Comme je disais tout à l'heure, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que on a la capacité de suivre les boîtes dans lesquelles on a investi. C'est pas exactement le même travail aussi, parce que le fait de vraiment devoir valoriser une boîte pour faire l'acquisition d'une part de l'equity, ça change aussi la nature du métier. Et donc c'est pour ça que moi j'avais très envie de m'orienter plutôt vers des fonds d'investissement. Donc comme je disais, j'avais eu mon offre chez Nomura pour rejoindre l'équipe TMT après mon summer. Et en fait, j'ai choisi de plutôt postuler, donc c'était pendant ma dernière année à Berkeley, dans des fonds. Donc il y en avait très peu qui recrutaient. C'est important de le dire parce que mes stagiaires, ils me disent toujours oui, il y a peu de fonds qui recrutent, etc. Mais il y a toujours peu de fonds qui recrutent. Et c'est pas grave parce que si c'est pas un poste qu'on a en analyste, on peut l'avoir en associate, en manager. Enfin, il y a pas de, c'est juste une question de timing. Mais moi, du coup, je préférais commencer plutôt côté investissement. Ok. Et Rothschild & Co, j'avais eu des super échos sur l'équipe, sur Five Arrows, et c'était aussi une façon pour moi de commencer dans une maison qui était assez établie avec des équipes pour aussi pouvoir bien me former là-bas. Alors, Rothschild & Co, c'est surtout connu pour ses activités en M&A, moins pour le private equity. Est-ce que tu peux présenter un peu le fonds et en quoi il est différent des autres acteurs qui sont présents sur la place? Ouais, donc effectivement, Rothschild & Co, la practice la plus importante de loin, c'est clair que c'est plutôt le côté M&A. Five Arrows, ça a été créé à, je dirais, bien 10-15 ans, par des banquiers, du coup, de côté M&A. Donc, on a quand même quelques similitudes sur l'aspect culturel, etc. L'excellence, ce genre de choses. Et en fait, l'idée, c'était de créer une stratégie avec un angle assez différencié, notamment sur la tech et sur le healthcare. Et donc, c'était des aspects qui étaient vraiment qui sont présents dans la stratégie d'investissement de Five Arrows. Ces deux spécialisations sur les secteurs. Et en fait, le fonds s'est beaucoup développé. Et il y a de nombreuses nouvelles stratégies qui sont apparues, comme le co-investissement. Il y a un fonds impact qui a été créé. Il y a de la dette. Il y a une équipe grosse qui fait plutôt c'est un peu entre du gros et du mid-cap tech. Donc voilà, donc c'est une plateforme qui a beaucoup grossi et qui, même moi, entre le moment où j'y étais en 2020 et aujourd'hui, c'est bien développé. Et donc, tu as travaillé plus de 2 ans là-bas. Exactement, Est-ce que tu ouais. peux raconter les missions que tu avais en tant que junior en private equity? Ouais, donc en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en prenant l'exemple de la note de comité, Ouais. qui segmente un peu les missions qu'on peut avoir en tant que jeune en private equity. Et donc, le type de mission, par exemple, ça peut être de faire le business plan de la boîte. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que déjà, on regarde le business plan du management. Et en fait, on va vraiment challenger toutes les hypothèses du management pour faire notre propre business plan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va par exemple s'appuyer sur des hypothèses de marché. Donc par exemple, si on se rend compte que le marché grossit à 10% et qu'on a mis 20% de croissance de revenus de la boîte, il faut réussir à justifier d'où vient le 10% supplémentaire par rapport à la croissance du marché. Donc en fait, il y a plein d'allers-retours qui sont faits comme ça entre le business plan, entre les connaissances du marché qui augmentent au fur et à mesure des due diligence, qui permettent après de vraiment bien baquer toutes les hypothèses qu'on met dans toute la note et qui ensuite justifient le prix qu'on paye pour un investissement. Et après cette période, tu as décidé d'intégrer le fonds Wendel. Ouais. Pourquoi ce choix? Donc Wendel, c'était complètement différent comme structure d'équipe et c'était aussi une façon pour moi de revenir vers du gros. En fait, c'était une équipe nouvelle. Déjà, c'est quand même assez différent. Mon équipe chez Five Arrows, il y avait une vingtaine, une quinzaine de personnes. Il y avait des gens à New York aussi. Donc c'était quand même une équipe assez établie. Versus Wendel, où pour le coup j'ai rejoint vraiment une personne 2 mois après la création de l'équipe. Donc moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait un aspect très entrepreneurial et qui est encore aujourd'hui très important. On n'est que 3 dans l'équipe, mais on a déjà fait 3 invests. Donc moi, j'ai une super exposition dans cette équipe. Donc il y a vraiment un aspect super dynamique,
technique. Et c'est aussi parlant, en fait, pour les entrepreneurs de leur montrer que nous-mêmes, y a un aspect très entrepreneurial qu'on adore tous dans mon équipe, sinon on ne serait pas là. Ouais, c'est génial. Et être à 3 comme ça, en plus, il doit y avoir une bonne ambiance aussi. Ouais, complètement. On est obligés. Enfin, c'est comme avec ses frères et sœurs ou ses cousins. Oui, c'est ça. À la fin, on se connaît par cœur. Ouais, exactement. Et non, c'est franchement, moi, c'est des gens qui sont brillants, que j'admire énormément. Donc, il y a Antoine qui est arrivé juste avant moi pour fonder l'équipe. Et il y a Victoire qui est arrivé il y a 1 an. Et franchement, c'est des gens brillants. Et moi, ils me font beaucoup grandir dans l'équipe. Donc, et je pense qu'on est tous passionnés par le projet qu'on monte ensemble. Et donc, c'est vraiment super intéressant comme positionnement. Et tu as une anecdote justement avec eux, je sais pas, quand vous avez travaillé sur quelque chose ensemble qui t'a marqué ou... On a fait, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment très varié entre les investissements qu'on a fait. Donc, nous, de base, le cœur de la thèse de l'équipe, c'est vraiment de faire du SaaS B2B. Donc, c'est des entreprises, donc du logiciel software. Donc, on a fait 3 invests qui étaient dans ce secteur. Donc, notamment, moi, j'ai fait ces investissements avec Antoine. Et après, Victoire, quand elle est arrivée dans l'équipe, le premier investissement qu'elle a fait, donc sur lequel je travaille avec elle, c'est une boîte qui s'appelle Akemia, qui est une boîte de drug discovery qui utilise de l'AI. Donc, alors, pour simplifier, parce que là, c'est pas très clair. Donc, en fait, c'est une boîte qui est impliquée dans la fabrication de médicaments, qui est au tout début du processus de fabrication et qui utilise de la Gen AI. Donc, ça fait longtemps qu'ils utilisent de la Gen AI, pas juste depuis que c'est devenu un peu un buzzword. Et ça permet de rendre moins cher et plus rapide cette première étape de fabrication de médicaments. Et donc, ce qui était vraiment, je pense, ce qui est passionnant pour nous tous, c'est dans le métier qu'on fait, c'est vraiment la variété des deals qu'on peut faire. Donc, comme je disais, notre ADN, c'est plutôt la tech, plutôt le software, notamment B2B. Et là, sur Akemia, ça a été un mélange on était totalement passionnés par le sujet. En même temps, on s'arrachait un peu les cheveux pour essayer de comprendre ces aspects très techniques, notamment en parlant pas mal à des experts. Et donc là, ça a été un bon yo-yo émotionnel. Moi, je me suis mariée en même temps, donc vraiment, c'était intense. Mais je pense que franchement, à la fin, en plus, c'était le premier deal de Victoire, qui l'avait accouché, donc qui était enceinte. Donc vraiment, la totale. Mais effectivement, franchement, ça nous a beaucoup soudés en tant qu'équipe. Et surtout, je pense qu'on a une façon de se challenger aussi qui est très saine, qui est assez rare, que moi, j'ai rarement vu dans d'autres équipes à ce point, et qui permet de faire des super investissements et d'avoir une très bonne stratégie d'investissement et de faire les bons choix. Là, tu nous as surtout parlé de ton équipe en Growth Equity. Est-ce que tu peux nous présenter de façon plus générale le fonds Wendel ? Ouais, pas de problème. Donc, Wendel, historiquement, c'est une famille qui a plus de 350 ans, qui a fait fortune dans la sidérurgie et dans l'acier, notamment dans l'est de la France. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de lancer le Family Office, qui est devenu Wendel. Donc, en fait, le principe d'un family office, c'est vraiment d'avoir une somme à investir. Et eux, du coup, l'ont fait dans du private equity. Donc, à l'époque, c'était en fait des investissements qui ressemblent un peu à ce qu'on fait aujourd'hui, nous, dans l'équipe grosse. C'était des boîtes qui avaient une centaine d'employés. Et donc, certaines de ces boîtes sont aujourd'hui très connues. Par exemple, Capgemini, bioMérieux, Bureau Veritas, dont Wendel est encore au capital. Et donc, en fait, ces boîtes qui étaient donc assez petites au moment de l'investissement de Wendel sont devenues des gros succès qu'on connaît aujourd'hui. Et ça fait que du coup, la base, ce qu'on appelle la balance sheet à investir du family office, nous, l'argent, en fait, en tant qu'investisseur qu'on investit, est devenu de plus en plus important. Et aujourd'hui, du coup, c'est un fonds avec une balance sheet qui est autour de 10 milliards. Et donc, il y a 2 stratégies d'investissement. Il y a l'équipe large cap, qui est l'équipe historique, qui fait du coup des très gros deals avec des tickets autour de 500 millions. Donc, qui est entre Paris et New York, avec une quinzaine d'investisseurs. Et ensuite, du coup, il y a mon équipe, le gros, on est 3, qui est plus récente, qui a 2 ans. Et donc, nous, on fait du coup pour synthétiser ce que je disais tout à l'heure, donc on investit dans des boîtes, des entreprises de SaaS B2B qui sont au-dessus de 30% de croissance organique. Principalement, c'est des entreprises qui sont en Europe. Et voilà, on a vraiment ces deux stratégies chez Wendel qui cohabitent en parallèle. On va parler maintenant de la vie en private equity. Il y a un mythe dans le private equity, c'est que les horaires sont assez intenses. Est-ce que déjà c'est quelque chose que toi, tu peux témoigner ?
Moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que le boulot prend une place importante dans ma vie. Et ça, je pense que c'est un choix qui est super important à faire en tant que stagiaire, en tant qu'analyste, quand on grandit dans ces métiers. C'était un peu un mythe aussi quand je commençais de me dire qu'en fait, quand on vieillit, on a un peu moins de boulot parce qu'il y a des jeunes en dessous de nous. C'est pas vrai. c'est vraiment plutôt de pire en pire. Mais moi, comme je disais, en fait, je travaille avec des gens qui sont vraiment passionnés. On considère tous qu'on a de la chance de faire ce métier. Et donc, c'est pas une contrainte d'aller au travail le matin, c'est plutôt un privilège. Et du coup, c'est vrai qu'on bosse beaucoup, qu'on finit quand même plus tard que beaucoup d'autres jobs. Mais je pense que ce qui est important aussi de mettre en avant, c'est que il y a des équipes de vie qui sont assez variées en fonction des fonds. Donc, il y a des fonds d'investissement où ça ressemble un peu à du M&A, où les gens finissent très tard, bossent très régulièrement le week-end. C'est pas du tout le cas de tous les fonds. Nous, c'est pas le cas, par exemple. Et c'est assez, enfin, les périodes les plus intenses, c'est des périodes où en fait, on est ce qu'on appelle en due diligence, donc on avance dans un investissement. Et c'est vraiment des périodes qui sont relativement courtes. Ça peut durer, franchement, maximum 2-3 mois. Et en général, c'est plutôt quelques semaines. Et donc là, c'est un rythme qui est plus important, mais on a un objectif précis de réaliser un investissement. Et pour une période un peu particulière, quoi. Voilà. Et puis moi, c'est aussi les périodes où j'apprends le plus. Franchement, parce qu'en fait, même en tant que jeune, c'est le moment où on a une bonne exposition parce qu'il y a tellement de choses à faire que du coup, on se retrouve à faire plein de choses. C'est à peu près quoi comme horaire pour qu'on se rende compte dans ces périodes-là? Donc, franchement, nous, en général, on a 2-3 semaines où on peut finir vraiment tard. C'est aussi 2-3 semaines où ça nous arrive de bosser le week-end, ce qui normalement arrive vraiment rarement en dehors de ces périodes-là, ce qui est une chance. Et donc tard, franchement, ça peut être... Là, il y a un deal de cybersécurité sur lequel on a bossé avant les vacances de Noël. Donc, c'était vraiment un sprint parce qu'on savait qu'il y avait les vacances. On avait tous envie d'avoir nos vacances tranquilles, sans bosser. J'imagine. Et donc là, pour le coup, ça a été une semaine. Il y a un soir, on n'a quasiment pas dormi. On avait notre comité d'investissement le vendredi. Mais en même temps, voilà, on a fait des recherches du coup sur cette boîte. On était vachement aidés par le management pour nous aider à vraiment à ramp up le plus rapidement possible. On était passionnés par le sujet, donc on avait envie de se positionner. C'était un deal qu'on préemptait en plus, donc fallait être rapide. On avait cette contrainte des vacances de Noël, mais finalement c'est une grosse semaine où on dort très peu. Et après, voilà, on avait 2 semaines de vacances bien méritées pour se reposer et repartir de plus belle. Voilà, exactement. Donc ces phases très intenses, en général, c'est accompagné par des quelques semaines derrière où c'est un peu plus calme. Donc c'est pas la norme de dormir 4 heures par nuit, c'est vraiment très rare. Et moi, dans mon équipe, je pense qu'en moyenne, on finit vers 21h, ce qui est pas tôt, mais ce qui est pas... voilà, c'est pas excessivement tard non plus. Et on bosse très rarement le week-end. Donc globalement, t'arrives à concilier ta vie privée et... Ouais, complètement. Du coup, comme je disais, je me suis mariée l'été dernier. Mes boss ont été top. On dit vraiment pendant toutes les périodes mariage, c'est même pas la peine de penser au boulot. C'est clairement pas le plus important. Là, il y a l'air d'avoir une vraie bonne ambiance. Ouais, il y a une super ambiance. Et c'est important. Et on est 3. On a aussi un stagiaire qui tourne tous les 6 mois et qui est super important pour nous, qui fait vraiment partie intégrante de l'équipe. Donc là, notre stagiaire, c'est un ancien entrepreneur qui s'appelle Ali. Avant, notre stagiaire, Constantin, il avait plus de 2 ans d'expérience professionnelle. Donc c'est des gens qui sont de très haute qualité, qu'on met du temps à recruter, mais qui sont vraiment une partie intégrante de l'équipe. Il y a un autre mythe aussi en private equity, souvent ce sont les salaires qui sont assez importants. Est-ce que tu peux donner un peu une fourchette des salaires qu'on peut avoir en private equity? Ouais, alors ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas mal à nuancer avec ce qu'on disait avant sur le VC, parce que en fait, plus on se positionne loin dans la chaîne de... En fait, c'est assez logique. Plus les tickets investis sont importants, plus les salaires sont importants. C'est normal parce qu'en fait, les fees, c'est une composante de la taille du fonds. Et donc, moi, j'ai des amis qui font de l'investissement early stage. Donc, c'est des tickets de, je sais pas, 100, 200K, ça va être vraiment des choses assez petites, qui ont des salaires qui sont comparables à, par exemple, du conseiller en strat. Donc, c'est pas des salaires énormes. Enfin, c'est des très bons salaires, hein, mais c'est pas rien d'exceptionnel. Et au contraire, j'ai des amis qui sont dans des fonds large cap, où là, donc je pense que le range peut aller pour un poste junior, donc c'est assez large junior, parce que nous, par exemple, les analystes, enfin les associates en large cap, ils ont 5 ans d'expérience, donc c'est pas vraiment des juniors quand même. Et donc ça peut aller, je dirais, de
Ouais, franchement, de 50 à 200, voire 250 K. Donc, c'est oui, très large comme très panel. grosse fourchette, ça. Donc, ça commence pas très bas parce que 50 K, ça reste un très bon salaire pour un jeune. Et 250, c'est colossal. Après, bien sûr, c'est plutôt dans un environnement anglo-saxon. Et dans ce cas-là, c'est quand même souvent des rythmes de vie qui sont un peu différents aussi. Travailler dans le private equity, c'est un milieu où il y a principalement des hommes. Est-ce que tu as des conseils à donner pour les jeunes femmes qui aimeraient se lancer dans ce domaine-là ? Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités à aller chercher quand on est une femme en private equity. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des femmes qui étaient super inspirantes. Il y avait Louise Gros quand j'étais chez Ardian. Aujourd'hui, il y a Victoire Laurenti chez Wendel. Quand j'étais chez Five Arrows, il y avait Mireille Clitting. Donc, beaucoup de profils inspirants féminins à plusieurs niveaux de seniorité différents. Et je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont aidée, qui m'aident aussi à me projeter dans le métier. Et aujourd'hui, il y a largement place à aller chercher pour les jeunes femmes. Je pense qu'il y a un aspect aussi intensité du métier mais qui a aucune raison d'être spécifiquement pour un homme ou pour une femme. Mais vraiment, je pense qu'il faut pas se mettre de limites et il faut pas hésiter à aller chercher ce genre de métier. Toi, à titre personnel, tu t'es toujours sentie à ta place malgré le fait que tu sois complètement entourée d'hommes? Ouais, et puis franchement, ça n'empêche pas de créer des liens. Moi, je sais que par exemple chez Edmond Rothschild, on était 9 stagiaires, on était beaucoup de stagiaires, 2 filles, donc pas. Et là, le week-end dernier, c'est devenu des super amis et les filles, les mecs. Le week-end dernier, j'étais en vacances avec 4 d'entre eux. Donc c'est pas, franchement, ça aide aussi à créer des liens et à soutenir mutuellement. Évidemment. Alors maintenant, on va parler des processus de recrutement qui sont souvent assez compliqués. Donc, est-ce que tu peux donner des conseils déjà pour la partie candidature? Par exemple, comment construire un bon CV ou avoir une lettre de motivation pertinente? Quels sont tes conseils? Ouais, alors donc le CV, je pense qu'un élément qui est important, c'est d'être assez précis. C'est quand même des postes en finance et donc on aime bien quand il y a le plus pouvoir quantifier. Donc par exemple, moi, quand je parlais des deals sur lesquels j'avais travaillé, j'essayais vraiment de donner soit via le CV, soit à l'oral le montant du deal, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, la croissance, l'avoir le plus de chiffres en tête, c'est quand même assez utile pour avoir des ordres de grandeur. Un truc très bateau, mais il faut jamais mentir sur son CV. Ça, c'est quand même, c'est plus pour les très très jeunes qui nous écoutent, mais c'est vraiment important. Faut mieux préciser quand même. Voilà, parce qu'on a qu'une réputation et c'est un petit monde quand même, la place parisienne. Nous, on a toujours des recommandations de nos anciens stagiaires, qu'on demande, etc., via leur stage précédent. Ouais. Donc ça, c'est important pour le CV. Et la lettre de motivation, moi, ce que je trouvais vraiment important et que je conseille toujours aux gens, c'est de citer quelqu'un qui travaille dans la boîte. Okay. Donc ça, c'est en fait un travail de networking qui est assez important parce que je trouve que ça a toujours plus de poids de dire telle personne m'a dit que l'équipe était de très grande qualité, que les missions étaient intéressantes, etc. Par exemple, plutôt que de dire il y a 3 valeurs, par exemple chez Rothschild & Co. Les valeurs, c'est assez vague, alors que quand on parle d'interaction qu'on a eue avec quelqu'un, c'est beaucoup plus concret, ça montre aussi la motivation, ça montre qu'on a fait l'effort de contacter cette personne, par exemple, sur LinkedIn. Ouais. Et donc moi, par exemple, un élément important, je l'ai beaucoup fait quand je postulais, pour le summer, par exemple, j'ai envoyé, je pense, 200 messages LinkedIn. J'ai rajouté 200 personnes. Il y en a 50 qui m'ont répondu. J'ai dû appeler une trentaine de personnes. Donc, c'était quand même beaucoup. En étant en stage en M&A, c'était beaucoup. Et donc, moi, de la même façon, aujourd'hui, et c'est un truc qui est important pour les gens qui nous écoutent, je fais vraiment toujours l'effort d'accepter les gens sur LinkedIn qui sont en finance et de prendre le temps de les appeler. Tu vas recevoir plein de messages. Je vais recevoir plein de messages, je reçois déjà plein. Et franchement, là, ça fait... depuis que je suis en stage, donc quand même depuis 2018, j'ai toujours eu... parce que moi, de la même façon, on a fait... les gens ont fait l'effort de prendre le temps de me parler. Ouais. Et donc moi, je trouve que c'est très important de le faire dans le sens inverse. Et ça, c'est typiquement des éléments importants à mettre dans une lettre de motivation, parce que ça montre la motivation. Et puis ça montre aussi que on est intéressé spécifiquement par cette équipe et pas par une autre, donc c'est assez intéressant. Et tu as mentionné aussi le networking. Est-ce que ça marche vraiment et comment bien le faire? Franchement, aujourd'hui, on a vraiment de la chance. On a un outil exceptionnel qui est gratuit, qui s'appelle LinkedIn, où on peut envoyer des messages à n'importe qui dans le monde. Et franchement,
moi, ce que je disais sur les calls que j'ai fait, donc moi, j'étais dans un programme de l'EDEC axé surtout sur l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Donc, on avait des cours de finance, mais c'était moins intense que, par exemple, dans le programme de Nice. Et il y a beaucoup d'éléments que j'ai appris sur les summers, sur la finance, via justement des calls avec des gens qui ont pris le temps de m'expliquer comment fonctionnaient les summers, les structures de banque, les différentes équipes, comme on disait tout à l'heure, le TMT. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que en faisant 30 calls, j'ai potentiellement eu environ 15 heures de mentoring one-on-one gratuit avec des gens de l'industrie. Et ça, franchement, c'est trop dommage de ne pas utiliser cette ressource. Donc, faut pas hésiter. Il faut être super transparent dans les questions. C'est aussi, bien sûr, une façon de faire passer son CV. Donc, c'est vraiment une ressource utile. Et maintenant, pour la partie entretien, quel conseil tu donnerais pour bien préparer des entretiens ? De façon générale, M&A, Private Equity, il y a un aspect technique qui est très important. Enfin, il y a toujours des questions techniques. Ça, c'est important parce que c'est des éléments qu'il faut vraiment connaître, même sans avoir d'expérience, parce que c'est des choses, faut avoir quand même une base assez solide pour rentrer. Ça, il y a pas mal de ressources, comme par exemple TrainingView qui existent pour se préparer à ça, qui sont très bien, de haute qualité. Donc ça, c'est vraiment sur la partie technique. TrainingView peut aussi aider un peu sur la partie fit, etc. Mais donc en général, un entretien, ça va être un mix de questions techniques, de questions qu'on appelle fit, donc sur les expériences précédentes, sur aussi la personnalité. Ce que je disais, tout à l'heure, c'est que c'est des expériences assez intenses, donc il faut qu'on comprenne si c'est des choses que la personne aime ou pas. Et même s'il y a plein de profils variés, bien sûr, mais fit, ça englobe aussi un peu tout ça. Et donc, sur des entretiens en private equity ou en grosse, il y a aussi un élément très important, c'est de bien comprendre la stratégie d'investissement et le portefeuille de l'entreprise, enfin du fonds. Donc, ça vaut vraiment le coup de passer pas mal de temps à regarder sur Internet, bien sûr, la stratégie, de parler à des stagiaires précédents et à voir aussi, c'est quasiment systématique d'indiquer les investissements qui ont été faits précédemment. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à avoir en tête quand on arrive en entretien. Ok. Et est-ce qu'il y a une question type d'un entretien qu'on peut poser pour le private equity ? Alors moi, une question du coup qu'on m'avait posée, qui est assez intéressante, enfin 2 questions mais qui sont assez liées. Donc comme je disais tout à l'heure, une question classique, c'est quelle boîte du portefeuille t'intéresse et pourquoi ? Donc de parler un peu d'une entreprise. Et une autre question qui est un peu plus tricky et qui est pas mal d'avoir préparé avant, c'est dans quelle entreprise du portefeuille tu n'aurais pas investi ? Et donc ça, pareil, c'est pour voir si la personne a un bon esprit critique, a passé le temps de regarder un peu le portefeuille. Donc ça, c'est une petite question typique à préparer. Bon, maintenant, on va passer au quiz. Donc, je vais te poser des petites questions. Tu réponds soit par un mot ou plus. Ouais. Alors, première question, est-ce que tu peux me donner un mot pour définir Five Arrows ? Je pense que je dirais excellence. Un mot pour définir Wendel. Long terme. La plus grande qualité d'un junior en private equity. Persévérance. Le truc le plus fou que tu aies fait pour décrocher un entretien ou une offre. Mon offre chez Five Arrows, j'avais entendu parler de l'opportunité via quelqu'un qui était dans la même asso que moi à l'EDEC, à la course croisière EDEC, que je connaissais mais pas très bien. Et donc, je l'avais demandé si on pouvait s'appeler pour me donner des conseils, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il m'a appelé, mais j'étais en taxi en train d'aller à un cours de danse à San Francisco. Et donc l'anecdote, c'est que j'ai fait le call et jusqu'au moment où j'étais vraiment sur la piste de danse avec les autres gens. Donc c'est petite anecdote et finalement c'est cet échange avec Quentin qui ensuite du coup il m'a dit qu'il y avait cette offre, qu'il m'a donné des conseils et c'est via ça que j'ai réussi à postuler, et aussi à bien performer en entretien grâce à ces conseils. Et à l'inverse, le truc que tu regrettes de ne pas avoir fait pour avoir un entretien ou une offre ? Alors, pour le coup, moi, je dirais plutôt l'inverse. En fait, moi, un conseil que je donne très souvent aux étudiants, c'est aussi de profiter un peu de la vie étudiante. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait un échange à Séoul, j'ai passé 1 an à Berkeley, en Californie. Et en fait, ça m'est jamais arrivé de regretter un voyage, une soirée. Donc, au contraire, je trouve que souvent, c'est très difficile quand on est dedans, c'est stressant, les périodes d'entretien. Mais en fait, c'est important aussi de trouver un équilibre. Ça commence au moment où on postule et après, c'est encore vrai dans la vie pro. Mais j'ai jamais regretté de pas avoir fait quelque chose. Par contre, ça m'est arrivé de me dire, ça, c'était cool de le faire et j'ai... La réalisation professionnelle dont tu es la plus fière ?
Je pense que c'est vraiment ce qu'on construit aujourd'hui chez Wendel-Gross. Enfin, c'est une équipe qui, moi, m'a vraiment permis de grandir. Aujourd'hui, je suis une investment manager. Et je pense que c'est un projet ambitieux aussi. On n'est que 3, on a fait 5 investissements en 2 ans. Une période qui était assez troublée dans l'univers du gross et du venture capital et même du private equity. Donc, on a été très actifs. Là, on est en train de lancer un projet de levée de fonds à 3 également. Donc je trouve que c'est un projet super ambitieux et vraiment passionnant, et c'est intéressant d'être aussi dans une ADN un peu entrepreneuriale dans ce projet. Une anecdote que t'as pas racontée ailleurs et que t'aimerais bien témoigner? Une anecdote. Ouais, alors donc de façon générale, je suis hyper positive. Mais je pense qu'il y a une année. Enfin, c'est important, je trouve, de mettre aussi en avant que c'est quand même un métier difficile. Et donc moi, il y a une expérience où j'étais en stage. Donc c'était pas moi, mais ça faisait 3 semaines que j'étais dans l'équipe, donc c'était vraiment tout récent. Et j'ai une co-stagiaire qui m'explique qu'elle avait un meeting avec un des directeurs et que le mec lui a vraiment balancé les slides par terre en disant ramasse. Et donc moi, ça faisait 3 semaines que j'étais en stage dans ce nouvel environnement et donc un peu. Mais l'anecdote qui est assez dingue, c'est que la fille en question, qui était quand même super badass, a dit au directeur, elle l'a regardé dans les yeux et elle lui a dit non, je ramasse pas. Et voilà. Incroyable. Et donc, incroyable. Elle a tellement raison. Et en fait, pour moi, c'était en même temps une anecdote de c'est quoi ce délire, c'est quoi ce monde de tarés. Ouais. Et en même temps de me dire, franchement, elle a eu une partie de dingue. Ouais. Et ça a été un peu aussi une leçon après dans toutes mes expériences de parfois c'est dur, mais bonne répartie et après ça passe. Donc et je pense que c'est important pour les gens de. Enfin, c'est une petite anecdote, mais il y a des moments qui sont durs quand même. Ouais. Mais ça fait aussi partie du métier. Un conseil pour les étudiants qui sont intéressés par le private equity qui nous écoutent en ce moment? Il y a beaucoup de gens qui postulent dans ces métiers, le M&A, le private equity, notamment sur la partie investissement. Je pense que franchement, c'est un métier incroyable. C'est important de rester super motivé. Parfois, c'est dur. Moi, on parlait des summers tout à l'heure. J'ai des amis qui avaient postulé à 10 summers, qui ont été pris dans aucun summer et qui aujourd'hui font des super carrières. Et donc, c'est important de vraiment avoir cette persévérance, cette motivation. Et un truc qui est très dur quand on est jeune, quand on est en stage, qu'on postule, c'est qu'on a toujours tendance à penser à mon stage, mon prochain stage. En fait, c'est pas évident, mais il faut aussi penser à dans 2 ans, dans 5 ans. Il faut réussir à se projeter un peu et se rendre compte que parfois, il y a des gens qui vont commencer une carrière en M&A ou en TS et qui ensuite vont shifter en private equity parce que c'est ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Ça peut prendre un peu de temps, ou en conseil en strat aussi pour commencer. Mais c'est important de ne pas baisser les bras et d'être motivé et de vraiment de rien lâcher. Merci beaucoup, Diane, d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir accueillie et pour l'interview. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si vous voulez écouter les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube de Training You ou sur Spotify ou Apple Podcasts. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre page Instagram et LinkedIn pour suivre l'actualité financière et de conseils. Et si vous voulez booster votre préparation aux entretiens, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme Training You.